Eh bien le bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du MotoGP et on a pas mal de sujets. J'espère donc que dans l'ensemble ça va vous plaire et que surtout vous allez très bien. Bref, on va pas plus parler clairement pendant cette introduction. Pensez évidemment à lâcher le petit like si vous voulez soutenir la chaîne et que vous aimez cette vidéo. Allez, on est directement parti. Bon alors malheureusement on ne commence pas par une très bonne nouvelle. Alex Rins qui s'était blessé je vous rappelle lors du week-end du Mugello avait fait son retour, si je ne me trompe pas c'était lors du week-end du Japon et malheureusement il a été de nouveau opéré, on en avait parlé dans une précédente vidéo et on a donc officiellement appris que le pilote espagnol va donc être forfait pour les 2 prochains Grands Prix sur donc le circuit de Sepang mais aussi donc sur le circuit du Qatar. Donc ouais malheureusement une mauvaise nouvelle même si elle était assez attendue après l'opération donc d'Alex Rins. On va maintenant lui souhaiter un prompt rétablissement et on va donc espérer qu'il revienne pour le Grand Prix, le tout dernier week-end de Grand Prix de cette saison 2023 à Valence. On verra bien comment toute cette histoire évoluera. C'est donc évidemment une très mauvaise nouvelle pour Alex Rins, mais c'est donc une opportunité pour un autre pilote, le pilote World Superbike Iker Lecuona, qui va donc remplacer Alex Rins pendant ce week-end sur le circuit de Malaisie. Allez maintenant pour deuxième sujet, on va donc parler d'un pilote Ducati qui en ce moment vit des moments très difficiles, c'est Enea Bastianini. Dans de précédentes vidéos, on en a donc déjà discuté en disant qu'Enea Bastianini évidemment aujourd'hui avait des résultats compliqués et j'avais envie de vous montrer du coup ses propos aujourd'hui, qu'est-ce qu'il pense de sa performance, comment il se sent au sein de Ducati sur cette moto donc, et évidemment vous allez voir que pour l'instant la situation semble très difficile. Il déclare: je ne peux pas dire que je suis heureux, j'ai toujours les mêmes sensations, je n'arrive pas à m'adapter et la situation commence à devenir critique. Et il termine donc en enfonçant le clou en disant: il y a de l'inquiétude parce qu'on essaye de changer des choses mais rien ne marche. Je n'arrive pas à être efficace en rentrant dans les virages, ce qui était mon point fort. Je dois me remettre en question et essayer d'apprendre des autres. C'est à moi d'aller vers elles et non l'inverse, en parlant évidemment de la moto. Voilà donc les quelques propos qu'a pu par exemple donc déclarer Enea Bastianini, précisément c'était lors de la journée du samedi, après donc la course sprint et la qualification, mais je pense que ça résume bien aujourd'hui sa situation et ce qu'il peut ressentir au cours de cette saison 2023, parce que toutes les autres déclarations qu'il a pu faire au cours de cette saison, globalement c'est le même son de cloche, même si l'inquiétude commence maintenant à vraiment monter de plus en plus, parce qu'on commence à se dire: est-ce que Enea Bastianini va vraiment arriver à trouver la solution pour se sortir de ce pétrin? Et moi je vous avoue que je sais pas trop où me placer, j'ai envie d'y croire parce que, et on en a parlé dans la précédente vidéo, Enea Bastianini c'est un super pilote, c'est un pilote qui a énormément de talent et encore l'année dernière, c'était pas il y a 6 ans, c'était l'année dernière, c'était un pilote qui faisait plusieurs victoires, qui a énormément brillé, qui a joué des podiums, qui a été absolument exceptionnel, mais il faut aujourd'hui je pense bien admettre qu'apparemment cette Ducati 2021 permettait à Enea Bastianini de faire des choses qu'aujourd'hui il n'arrive pas à faire sur la Ducati 2023. Le souci, c'est que si c'était globalement le même son de cloche, par exemple pour Francesco Bagnaia ou encore Jorge Martin ou Johan Zarco, des pilotes qui ont donc aussi cette GP23, on pourrait dire bon bah peut-être que cette nouvelle Ducati a des difficultés. Mais on voit un Francesco Bagnaia qui joue le titre, c'est la même chose pour Jorge Martin, Johan Zarco a signé sa première victoire. Bref, on voit les autres pilotes Ducati, les 3 autres pilotes Ducati qui ont cette GP23 briller et faire de très belles choses au cours de cette saison. Donc malheureusement, Enea Bastianini, il semble être seul dans cette galère. Donc la question que j'ai envie encore une fois de vous poser, et j'attends un petit peu votre réponse, est-ce que vous pensez concrètement qu'en 2024, Enea Bastianini va pouvoir changer la donne et va pouvoir se retrouver sur une Ducati qui, je pense, va continuer d'aller dans le sens que ce qu'on a pu avoir en 2023. Une Ducati globalement, évidemment, développée par pas mal de pilotes, mais qui reste quand même dans le sens de Francesco Bagnaia, qui reste pilote numéro 1. Je me dis, est-ce que réellement Enea Bastianini va arriver à changer la donne, à avoir une moto qui est plus développée dans son sens? Alors on sait que Ducati écoute quand même beaucoup les pilotes, on n'a pas une moto uniquement faite pour un seul pilote, mais quand même j'ai du mal aujourd'hui à voir Ducati plus écouter un Enea Bastianini et dire non attends Francesco, on va plus écouter un petit peu ce que dit Bastianini de ce sujet là parce qu'on écoute tout le monde, alors que Bestia est en difficulté. Donc il y a un moment quand il y aura des choix à faire, je pense que si on doit aller plus dans un sens, on ira plus dans le sens de Pecco plutôt que dans le sens de Bestia. Et on a la sensation aujourd'hui avec le développement de cette GP23 que le sens qu'a pris du coup Pecco n'est pas totalement le sens que voudrait avoir du coup Bastianini avec cette Ducati. Donc
Je me dis que ça va peut-être être beaucoup, beaucoup plus difficile cette aventure dans le Team Usine que ce que l'on pouvait imaginer à la fin de la saison 2022. Donc ouais, avec ce sujet, j'avais envie de rediscuter un peu de tout ça. Je sais qu'on en a donc déjà un petit peu parlé dans la précédente vidéo, mais rentrer un petit peu plus profondément sur le cas Bastianini, vous donner aussi ses propos et de comment lui y voit aujourd'hui sa situation dans le Team Usine et sur la moto au cours de cette saison. Je pense que c'était quand même assez important. Maintenant, on continue de croiser les doigts et je me répète, Bastianini est un pilote exceptionnel, champion du monde en 2020, il a fait des belles choses sur des Ducati qui avaient des années de retard, on se rappelle encore une fois cette année 2022, donc j'ai envie d'y croire, c'est un pilote qui a énormément de talent, il est aujourd'hui sur techniquement la meilleure moto du plateau, n'oublions pas que ces pilotes peuvent être en difficulté, mais un petit quelque chose peut tout changer. Et moi, j'ai quand même envie de vous dire, pour essayer de répondre à ma question, que oui, Enea Bastianini a encore concrètement des chances de trouver ce petit quelque chose ou ce gros quelque chose qui lui permettra d'être beaucoup mieux la saison prochaine. En tout cas, moi personnellement, je croise les doigts. Allez, pour avant-dernier sujet, maintenant, je voulais discuter un petit peu de KTM. Bon, je pense que vous n'avez pas raté ça. KTM fait dans l'ensemble de très très beaux résultats au cours de cette saison 2023 et on est beaucoup à dire, et j'en fais partie, que cette KTM est une superbe moto qui fonctionne extrêmement bien au cours de cette saison. Moi, je l'ai même souvent placée comme la deuxième meilleure moto de cette saison. Et même en début de saison, je vous disais souvent que la KTM semblait être même meilleure sur certains points que la Ducati. Et c'est pas rien. Et vous allez voir récemment certains propos, par exemple donc de Jack Miller ou encore de Pol Espargaro ou encore donc de Carlo Pernat qui nous font un peu comprendre que finalement, cette KTM est peut-être un peu moins bonne qu'on l'imaginerait d'un point de vue général et que surtout cette machine autrichienne fonctionne concrètement dans les mains de Brad Binder et que pour les autres pilotes, c'est beaucoup plus difficile que ce que l'on pourrait imaginer. Déjà, le manager très reconnu, Carlo Pernat, a donc déclaré KTM est compétitif, mais uniquement avec Binder. Il peut toujours se battre pour le podium, il lui faut juste être plus régulier. Il a une longueur d'avance sur la KTM. Et on comprend que finalement, le coéquipier par exemple de Binder est dans l'idée assez d'accord avec ça. Miller a déclaré « Il est clair que la moto fonctionne bien avec le résultat de Brad Binder. Quant à moi, je n'ai pas le rythme et l'élan. Nous devons analyser et comprendre pourquoi nous n'arrivons pas à faire fonctionner cette enveloppe de pneus. Je n'arrive pas à trouver un moyen de la faire rouler. Il me manque un peu de vitesse de pointe. Je ne pouvais pas m'approcher d'une Yamaha. Bon, ça veut dire quand même beaucoup. Je perds 2 à 3 longueurs à chaque fois que nous sortons d'un virage. Vous portez cela tout au long de la ligne droite. Soit je fais un régime laitue cette semaine, soit on retrouve un peu de puissance. Un peu des deux serait bien. J'ai essayé de la tourner dans tous les sens, j'ai essayé de changer de style, j'ai essayé l'angle d'inclinaison, j'ai essayé les changements de vitesse courts, j'ai essayé de foutre tout ce que je pouvais. Je souffre. Je suis déçu, mais nous en tirerons des leçons. Mais rappelez-vous quand même, dans l'ensemble, dans ce début de saison, on a vu cette KTM briller. On l'a encensée et elle a donc très bien fonctionné dans les mains de Binder, mais pas uniquement. On a vu aussi donc Jack Miller faire de très belles choses, mais aussi les pilotes gaz-gaz. Alors pour Pol Espargaro, ça s'est très vite arrêté malheureusement lors du week-end à Portimao, mais rappelez-vous aussi les quelques résultats d'Augusto Fernandez. Il y a eu de très 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 bonnes choses. Et justement, Pol Espargaro en discute un petit peu et selon lui, l'évolution de cette machine au cours de cette saison n'a pas été positive entre guillemets pour tout le monde. Bref, il déclare « Je ne me sens pas très à l'aise sur cette moto. Les changements qu'elle a subis au cours de l'année font que je ne peux plus rouler vite. Mais quand j'écoute ce que disent les ingénieurs sur la façon dont la moto doit être pilotée, j'ai beaucoup de mal et je ne peux pas être rapide. Brad, en revanche, est capable de freiner plus tard et d'avoir plus de vitesse dans les virages. Nos styles de pilotage étaient en fait très similaire, mais il s'est adapté et peut-être qu'il peut faire mieux parce qu'il est plus jeune et plus frais. Bien sûr, il n'a pas exactement la même moto et cela pourrait aider un peu, mais je ne pense pas que ce soit le problème. Et il conclut en disant, pour le moment, Brad Binder est le seul à pouvoir bien performer. Tous les autres sont en difficulté. Je ne dis pas que la moto est adaptée à lui, mais plutôt qu'il est si bon qu'il est rapide sur n'importe quelle moto. Et ce genre de propos et ce genre d'histoire, ça nous rappelle quand même la situation d'un constructeur japonais, et oui, de Honda dans les mains de Marc Marquez. Et on peut pas réellement dire que les saisons ont donné raison à Honda. Alors bon, comme d'habitude, moi je vous le dis quand même assez souvent, la stratégie qu'a employé le constructeur japonais leur ont permis d'aller chercher de nombreux titres de champion du monde. Donc il faut jamais oublier ça. Mais maintenant, si on parle du concret actuellement, malheureusement la situation est extrêmement compliquée. Donc
Qu'est-ce qui va se passer aussi pour KTM en ce moment, en tout cas dans cette fin de saison 2023? On voit que, comme le dit Paul Espargaro, tous les pilotes KTM souffrent, sauf Brad Binder, parce qu'il arrive donc à compenser, parce que Brad Binder est un pilote absolument exceptionnel, ça on le répète et on le répète, on le répète. Brad Binder est l'un des pilotes les plus talentueux de cette catégorie MotoGP et il fait vraiment des choses magnifiques. Et c'est vrai qu'on a tendance à se dire, finalement la KTM c'est une bonne moto, dans cette fin de saison elle est très performante, parce qu'on voit Binder jouer devant, jouer des podiums, mais n'oublions pas aussi les résultats des autres pilotes et on voit énormément de difficultés. À l'image de ce qu'on a pu dire aussi souvent sur la Honda elle est exceptionnelle parce que Marquez y gagnait, mais quand tu regardais le résultat des autres pilotes, c'était beaucoup plus difficile. Et c'est vrai qu'on peut concrètement faire un parallèle là entre Honda et KTM. Bon alors évidemment un parallèle rapide, parce que pour Honda ça a duré des saisons et la situation est bien plus complexe évidemment que ce qui se passe là aujourd'hui avec KTM, mais du coup on peut se poser des questions sur la continuité de KTM, comment ça va se passer la saison prochaine. On sait que ces dernières années ça a fait un petit peu le yo-yo, on a eu une KTM réellement capable de faire des victoires, puis ça a été plus compliqué, puis un petit peu mieux. J'espère que la saison prochaine on verra une nouvelle fois la KTM capable de jouer des podiums et des victoires, mais surtout pas uniquement entre les mains donc de Brad Binder. On n'a pas envie de vivre une Honda bis. J'espère concrètement que KTM va de nouveau être au sommet, surtout avec tous les pilote. Allez, maintenant pour terminer notre vidéo, je voulais vous donner des propos de Fabio Quartararo, des propos que je trouve très intéressants par rapport à ce qu'il a donc déclaré récemment. On en a donc parlé dans une précédente vidéo, je vous avais dit qu'il y avait donc des propos alarmants de la part du pilote français et il y a quelques temps, il avait donc déclaré aussi pas mal de choses sur un possible changement. Bref, il a commencé à aborder ce genre de choses. Je ne vous en avais pas parlé parce que c'est vrai qu'on a déjà beaucoup parlé des propos de Fabio, mais je trouve aujourd'hui très intéressant de vous y donner par rapport à ce que l'on a pu avoir de Fabio juste récemment. Bref, vous allez tout comprendre. Fabio Quartararo semble encore une fois assez mitigé sur son avenir chez Yamaha, assez mitigé donc sur déjà la saison 2024, sur la Yamaha qu'il va avoir, mais surtout mitigé sur sa continuité de carrière avec le constructeur japonais. Et clairement pour moi, ça y est, il ouvre la porte à un probable, impossible départ. Fabio commence en disant « Mentalement, c'est dur. Quand on se bat pour le championnat, les victoires, les pole positions et pour le podium, à chaque course pendant 3 années d'affilée. Parfois, un pilote peut surmonter un peu les problèmes de la moto, mais il arrive un moment où les problèmes sont tout simplement trop gros. Je ne peux plus rien faire. Nous avons pratiquement la même moto depuis 3 ans. Il n'y a pas de grands changements et nous ne trouvons pas de grandes améliorations. Après Misano, nous avons eu une réunion d'1 heure avec environ 20 personnes. Et je leur ai tout de suite dit que je n'étais pas content et que nous devions nous améliorer. J'ai demandé beaucoup, mais je serais satisfait de la moitié de ce que j'imagine. La moitié en 2024 et l'autre moitié en 2025. Je serais au moins heureux de ça. Les autres feront encore un pas en avant. Si nous ne le faisons pas, notre situation sera encore pire cette année. Il faut aller à la limite de tout, à la limite des règles, du potentiel de la moto. Ils ne doivent pas être si prudents. Cela peut être un projet gagnant si nous avons une mentalité de gagnant. En tant que professionnel, je dois être compétitif, mais pour cela, je devrais prendre beaucoup de risques en 2024. Les autres feront encore un pas en avant, et si nous n'y parvenons pas, nous devrons aller encore plus loin dans tout. Si vous voulez être professionnel et compétitif pour 2024, vous devez prendre beaucoup de risques. Et il termine donc par cette conclusion très intéressante en disant « L'avenir n'est pas entre mes mains, mais entre les mains de Yamaha. Bien sûr, je préférerais rester chez Yamaha, mais si je n'obtiens pas ce que je veux, à savoir donc une moto compétitive, alors je dois envisager un changement pour 2025, un départ donc du constructeur japonais. Et comme j'ai pu vous le dire, ce qui est vraiment intéressant, c'est de mettre ces anciens propos qui datent de début octobre en corrélation avec des propos plus récents qu'on avait couverts dans une précédente vidéo, là où il nous disait tout simplement « Je sais déjà qu'en 2024, nous n'aurons aucune chance de nous battre pour le championnat. » Et quand Fabio dit ça, évidemment, il parle donc de la moto, de ce que va pouvoir lui donner Yamaha, parce que Fabio, on sait tous, il a énormément de talent et il peut se battre pour le championnat du monde par rapport donc à son niveau brut. Mais le souci, c'est que quand on parle d'un sport mécanique, il y a le niveau du pilote, mais aussi le niveau de sa moto pour le MotoGP donc. Et donc on a l'impression que Fabio Quartararo sait qu'aujourd'hui, en 2024, ça sera compliqué du point de vue de la moto, comme ce qu'il peut vivre en ce moment donc en 2023. Et au vu donc de ses anciens propos, je rappelle de début octobre, on peut faire un lien et se dire qu'il y a maintenant de très grandes chances de voir Fabio Quartararo quitter
le constructeur japonais. Et il y a autre chose qui pourrait amener Fabio à aller encore plus dans ce sens, c'est que comme il l'a déclaré très souvent au cours de cette saison, il faudra que Yamaha fasse un grand pas en avant. Parce que ces derniers temps, il y a quand même des petits changements, il y a du mieux, par exemple du point de vue du moteur, il y a un petit mieux. Mais le souci, c'est que les autres font tout aussi bien, voire mieux, ou encore que malheureusement Yamaha s'améliore du point de vue du moteur, mais maintenant on a beaucoup de mal à tourner. Donc on a des soucis qui apparaissent quand on essaie d'avoir de petites améliorations, et finalement le niveau général de cette moto, il n'évolue pas assez. Donc Fabio espère de faire un grand pas en avant, espère que Yamaha fasse un grand pas en avant. On souhaite avoir de possibles révolutions pour espérer rattraper le niveau des principaux concurrents des autres constructeurs, les constructeurs d'un point de vue général européen. Sauf que d'après les propos par exemple du team manager de Yamaha, Maio Meregali, en 2024, il ne faut pas spécialement attendre de révolution, de bouleversement. Et oui, il avait donc par exemple déclaré sur cette Yamaha 2024, sur le programme de développement de cette Yamaha 2024, il n'y aura pas de bouleversement. Le programme est même très clair. Je suis d'avis que l'ensemble devrait être rajeuni et mis à jour, étant donné que 10 chevaux supplémentaires ne résoudront pas les problèmes de la moto. Mais on a vu aussi donc Maio Meregali parler de 2025 avec la fin de contrat donc de Fabio Quartararo en 2024. Et lui aussi, il nous fait des propos qui vont dans le sens d'un possible départ du pilote français. Il a déclaré « Pour Yamaha, c'est très important de l'avoir et nous ferons tout pour 2025. Je suis plus inquiet de ce que sera 2025. Dans ce cas, nous devrons le convaincre par les performances de la moto et non par l'aspect monétaire. Quartararo est un pilote qui sait très bien surmonter les difficultés et regarder droit devant lui pour la prochaine course. Mais il faut faire plus. Ce moment est frustrant pour nous aussi, car nous sommes conscients de la situation. » Et voilà, dans l'ensemble, tous les propos que je voulais vous montrer, les anciens, les nouveaux propos de Fabio Quartararo, mais aussi ceux de Maio Meregali. Et pour moi aujourd'hui, ça peint par un avenir qui me semble extrêmement radieux, que ce soit pour Yamaha, mais aussi techniquement pour la relation entre le pilote français et Yamaha. Alors bon, il y a beaucoup de négatifs et évidemment que tous les propos que je viens de vous montrer sont très tirés sur le négatif. Maintenant, peut-être qu'on peut avoir une vision positive, peut-être que de bonnes choses arriveront dès 2024, peut-être que Fabio sera convaincu de continuer avec Yamaha. Mais aujourd'hui, au vu de ce que Fabio commence à déclarer, des portes qui commencent à ouvrir, des propos qu'on a ensuite et des propos d'une manière assez générale qu'on peut avoir du coup chez Yamaha, je me dis quand même qu'il y a de grandes chances que le pilote français décide de quitter la marque en fin de saison 2024, à la fin donc de son contrat. Et ouais, je suis un petit peu triste pour Yamaha si jamais ça se fait. Mais comme je le dis, et on va essayer de terminer là-dessus vraiment sur une petite notion de positif, peut-être que ça ne sera pas le cas, peut-être que de très belles choses arriveront pour 2024 et qu'on sera tous surpris. Bref, pour moi, on est donc arrivé à la fin de cette grosse vidéo. J'espère que dans l'ensemble, donc, elle vous a plu. On se donne donc rendez-vous vendredi pour la vidéo donc débrief de cette journée pour le MotoGP sur le circuit de Sepang. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vous dis bye bye les potes. Ciao.